Donc, bonsoir à tous et merci d'être présents. Un grand merci aussi et bienvenue à Antoine Duvigneau et Dominique Ficot. On est sur la dernière, il me semble, la dernière ligne droite là, de la programmation de conférence, si je ne me trompe. Donc, c'est une conférence là, qui va vous présenter l'actualité de l'ERCA. L'ERCA étant une association historique, héritière de Jeumont Plastique, autre association historique de la fin du XXe siècle, qui était située à Jeumont Plastique. Jeumont, c'est l'endroit où se trouve aujourd'hui la Cité des Arts. Donc là, on est vraiment dans les sous-bassements de l'histoire de l'art à La Réunion. Donc Antoine et Dominique vont vous présenter l'actualité de l'ERCA et notamment la sortie de l'édition Pelure, mais aussi le travail fait par Jaco Marron et consorts au Centre Pompidou, et aussi l'exposition que l'ERCA a montée à l'Artothèque, commissariat Antoine Duvigneau. Et voilà, je pense que c'est tout, non? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est bien déjà comme programme. En tout cas, merci. Je passe la parole à qui? À Antoine Duvigneau. Oui, bonjour, merci à tous. Je m'appelle Antoine Duvigneau, Dominique Ficot, dont je vais parler tout à l'heure. Je suis très, très heureux et ému d'être parmi vous, même si je viens très souvent aux Beaux-Arts. Tout simplement, je vais vous présenter un petit peu mon parcours très rapidement. Il se trouve qu'une partie de mon parcours professionnel a commencé à Village Titan, qui était la préfiguration de l'école d'art. Donc, je me rappelle avoir eu des pré-premières années au siècle dernier. Donc, voilà, donc je suis très, très content. Et en même temps, on va rendre hommage, Dominique en parlera beaucoup mieux que moi, à une des enseignantes de l'école qui est disparue beaucoup trop tôt, à Aude Emmanuel Hoireau. Voilà, alors je vais vous faire un court parcours, si on peut dire. Voilà, on a intitulé cette conférence Nouveau Monde avec un point d'interrogation, parce qu'on est bien conscient qu'on est dans une période où beaucoup de choses vont se modifier, vont changer, et en même temps, c'est une référence à une exposition collective que j'avais commissariée avec mon ami William Zitt, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et dernier mot, c'est le projet que je mène depuis des années. C'est une référence à l'écrivain américain William Burroughs, dont Jaco a illustré un hommage de John Giorno. Alors, je vais essayer de me retrouver, parce que d'habitude, je suis sur Mac. Ça ne marche pas. Cliquez. Voilà. Donc, j'ai commencé dans les années 86-87 à Village Titan et à réaliser énormément de peintures murales. Je ne me positionnais pas vraiment encore comme un artiste-auteur et j'étais vraiment un acteur plutôt social, un passeur, un médiateur. Donc, ce que vous voyez là, qui serait impossible de voir maintenant, vu les conditions de sécurité. C'est un mur qu'on avait fait pour le 20 décembre avec des jeunes, les premiers CES, donc c'était des contrats aidés, pour le 20 décembre 89, au Chaudron. Ce mur a disparu, ou l'immeuble a été détruit. Donc vous voyez que tous les petits jeunes qui étaient plein d'énergie. La scène graffiti n'existait pas encore, ça commençait tout juste avec LSA. Et vous voyez qu'ils n'ont pas de casque, il n'y a aucune mesure de sécurité. C'est assez effrayant quand on voit ça maintenant, mais j'ai jamais eu de blessés à constater. Ça, c'est un autre mur que j'aime bien parce qu'il est évident que dans toutes ces réalisations murales, il y a des choses, c'est vraiment collé aux attentes des associations ou des mairies. C'était plutôt les mairies qui me sollicitaient. Et il y a des fois, au niveau esthétique, on
on ne retrouve pas son charisme, si je peux dire. Ça, c'est un hommage à Madoré, qui était un chanteur des rues réunionnais et qui avait créé une chanson qui s'appelait ABCD. C'est à l'entrée de Château-Morange. Voilà, c'était un travail collectif avec plein de gamins, des camélias, de la Source, du Chaudron. Et donc, je leur enseignais un peu les bases de la peinture, les bases du pochoir, parce que là, vous voyez qu'il y a la figure de Madoré qui est en pochoir. Et voilà, là, c'est une autre peinture que j'aime bien aussi, qui n'existe presque plus, qui est à Saint-Denis. C'est un hommage à Andy Warhol et Henri Matisse. C'était une commande de la ville à cette époque. Il reste un tout petit bout, tout le reste est graffé, ce qui est la vie normale d'une peinture en extérieur. Il y a toujours un moment, elle se dégrade, elle est recouverte. Ça, c'était un autre travail que j'avais fait en 89, je crois, à Saint-Benoît, au Rond-Point. C'était une commande, c'était dans le cadre du jumelage 4 bornes Saint-Benoît. C'était sur des panneaux de CP. J'avais fait ça, je crois, avec des lycéens ou des collégiens. Et j'en étais assez content parce qu'il y a une sorte de trompe-l'œil qui apparaît sur 4 bornes. Il n'existe plus, je suppose. Voilà. Et dans le même temps, j'ai rencontré un autre artiste tout à fait majeur qui est devenu un de mes meilleurs amis, sinon le meilleur, William Zitt, que vous voyez à droite. Et donc, je l'ai associé, on s'est associé pour continuer à faire ce travail de proximité dans les quartiers pour un petit peu accompagner l'émergence d'une réflexion sur un art local, un art plus identitaire. Donc ça, c'était un travail à Piton-Saint-Leu. Il y avait des dispositifs de financement et d'accompagnement qui, à l'époque, étaient conséquents. Ça s'appelait les DSQ, Développement social des quartiers, où l'intervention artistique était vraiment au cœur de ces dispositifs, où en même temps, on en profitait pour détruire plein de petits quartiers traditionnels et mettre les gens dans des cases bien propres, comme par exemple au port à Rivière-des-Galets, où j'habite par ailleurs. Donc voilà, vous avez une ambiance d'atelier et vous voyez au mur plein d'essais de pochoirs sur ce que William appelait les têtes CAF. Là, c'est une intervention dans la communauté Rasta de Bois de Nef Saint-Leu, sur une citerne. Évidemment, Bob Marley est à l'honneur. Voilà. Puis avec William, on a monté une grosse expo. Je sais qu'il y a certains étudiants parmi vous qui ont participé à un workshop à Villèle. Donc là, vous avez un collector qui est un peu abîmé. Les carias sont intervenus dessus. C'est le temps qui passe. Donc, c'est Fête CAF et Tête CAF à Villèle. C'est vraiment sur l'image du noir. C'est à partir de ce moment-là où William a vraiment maîtrisé complètement toute sa réflexion, tout son projet autour de la représentation du corps noir, des têtes CAF, etc. Donc, on travaillait véritablement en binôme. Hein. On était tout le temps à essayer de faire des expos. Voilà, là, c'est un triptyque qui est installé à la chapelle à l'hôpital des esclaves à Villèle. C'est une piéta. C'était sur Goni, acrylique, un peu de pastel, je crois. Donc, le travail, on travaillait ensemble. C'est-à-dire, moi, je faisais plutôt les fonds, etc., parce que j'ai une pratique de décorateur à l'origine et de spécialiste du trompe-l'œil. Et William ensuite posait ses silhouettes, tous ses agrandissements. Là, c'est un exemple d'une de mes œuvres. Alors, c'est une peinture qui faisait 1,20 m sur 1 mètre, je pense. C'est des mains menottées. On travaillait énormément avec un appareil qui n'existe plus, qui est remplacé par le vidéoproche, qui s'appelle l'épiscope et qui donnait la possibilité d'agrandir
des petites images. Maintenant, ça n'existe plus. Ensuite, on a travaillé, ça c'est un travail qui s'appelle Les Petits Bons Dieux. On a travaillé sur la symbolique de ces oratoires qu'on trouve au bord des routes. William de son côté et moi de mon côté, on échangeait. Ça, c'est un tableau qui est à l'Artothèque, que j'ai retrouvé avec plaisir. Il date de 91. Ensuite, on a monté Nouveau Monde, cette énorme exposition qui rassemblait 17 artistes et un nombre conséquent d'écrivains et qui cherchait un peu à définir une voie différente des voies institutionnelles qui émergeaient à La Réunion avec le FRAC, le musée d'Hierx, avec la volonté de valoriser une certaine forme d'art créole naïf ou de la réalité populaire, comme William le disait. Voilà, là vous avez à peu près tous les participants et les écrivains. Donc on tenait absolument avec William à cette époque qu'il y ait de l'écrit, qu'il y ait de la trace et de l'analyse et que ça permette de faire avancer aussi des travaux d'écriture. C'est une volonté de transdisciplinarité. Voilà. Alors là, c'est une vue de l'exposition. Au premier plan, c'est une installation de William avec des pilons et du safran sur des gonies, le goni étant un de ses supports emblématiques. Et à l'arrière-plan, il y a le petit salon de l'Artothèque. Alors, je parle de l'Artothèque parce que vous allez voir après, je vous présenterai une expo en fin de conférence qui se déroule dans cet endroit. Et donc, on avait reconstitué une sorte de petit salon kitsch avec des artistes justement de la réalité populaire qu'on adorait et un magnifique artiste qui a disparu en 2018, Franz Roh, qui avait une production très intéressante et qui se revendiquait vraiment sans le savoir en fait dans la mouvance queer. Et j'espère que cette année, en 2021, on arrivera à mieux faire connaître son travail, qui était vraiment un très, très beau travail. Franz Roh, il est en bas, hein, c'est celui qui est en bas. Là, vous avez l'équipe de foot de Tillum, c'est un petit peintre naïf de Saint-Joseph de Cayenne. Enfin, moi, quand je dis naïf, c'est absolument pas péjoratif, hein, c'est des gens qui ont appris à peindre en copiant des calendriers des postes, des choses comme ça, et je trouve qu'il mérite tout autant le respect qu'un étudiant qui vient décrocher son DNSP. Voilà, c'était un peu notre ligne. Après, je suis passé au sachet pour rendre hommage à Alain Peters. Donc ça, c'est un très mauvais scan où il y a des reflets. C'était justement à Gemont, ce lieu dont parlait Madame la directrice, qui est maintenant la Cité des Arts. Et Alain Peters faisait le son de son cayambe avec des sachets. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est exactement le même nom. Et cet acte artistique, moi je prenais ça comme un acte artistique, un détournement, me fascinait et je suis arrivé à lui rendre hommage en faisant une immense installation de sachets. Ça s'appelait Sachez ça. Là, c'est Sachez-ci. C'était une deuxième phase qui était à une galerie qui n'existe plus, qui s'appelle la galerie Arsenic, qui était petite. Donc, on avait fait un environnement total avec des sachets. Ce serait plus possible maintenant parce que le message n'est pas très, très positif. Il est évident que les sachets polluent plus qu'autre chose. Mais ce qui m'intéressait, c'était la couleur, leur matière, leur capacité à se gonfler et à donner ces teintes très particulières. Par ailleurs, sur ces sachets, j'ai décliné une version en numérisation, c'est-à-dire j'ai fait des scans et je retravaillais ça et après je les tirais sur du papier, je les numérotais et je les vendais. Après, je suis passé au paysage et à l'écriture. C'est vraiment deux axes, c'est l'image, l'écriture, l'image. C'est une série qui s'appelle Légende. C'est à force de circuler sur l'île qui, à l'époque, n'était pas aussi embouteillée. Hein. J'avais pris l'habitude de prendre des photos en roulant
et ça a dégagé à chaque fois une poésie très particulière. Et j'ai invité un écrivain qui a été enseignant à l'école d'art, Édouard Roux, à écrire une série d'une dizaine de textes très très simples sur le principe des haïkus, des choses avec des mots banals. Par exemple, là, c'est j'ai vu sur un même ciel le premier point, le début du monde. Je crois que j'en ai un autre. Et là, c'est j'ai vu sur un même ciel les choses répondre, s'opposer. Voilà, c'était une réflexion sur le marronnage, le paysage aussi. Il y a beaucoup d'interprétations entre ce qu'on a dans la tête et la façon dont les gens après le perçoivent. Il y a toujours une différence. Donc, je ne sais plus trop ce que ça cherche à raconter ou pas. Ça nous échappe. Et pour finir, j'ai arrêté de produire parce que je me suis occupé avec plein d'autres personnes d'une magnifique association qui s'appelle l'ERCA. J'en suis arrivé à exposer l'année dernière la forme la plus schématique qui reprend mon travail sur les sachets, mon travail sur l'écriture, c'est-à-dire c'est des lieux-dits de la Réunion et qui forment une image. Je pense que je suis arrivé à l'os. Et je m'étais mis un cahier des charges, il ne fallait pas que ça dépasse 30 euros, parce que je me suis énormément occupé de montage d'expositions, d'accompagner des artistes, et je suis toujours effaré à quel point ils ont une bonne idée de départ, mais ils ne voient tout de suite que le résultat, et ils ont une tendance à compliquer les choses, à rajouter 43 vidéos et tout ça. Je m'étais dit, il faut trouver quelque chose où ça revient à 30 euros et je puisse intervenir où je veux. Donc, ces petites cartes comme ça, j'en mets à Beaubourg, dans les toilettes, etc. C'est de la poésie gratuite. C'est aussi du street art parce que je les mets dans la rue avec à chaque fois des textes très courts. C'est 2 mots. C'est des bimots. Voilà, donc ça, c'est mon atelier. Voilà. Mon cahier des charges, c'était qu'il fallait que je trouve les outils, ce dont j'ai besoin, où je voulais, et le moins cher. Donc, il est évident, des cartes Bristol, on en trouve relativement assez simplement, un stylo Bic et une punaise ou 2 punaises. Donc, ça avait été exposé au FRAC dans le cadre d'une expo qui s'appelle Terra Incognita, qui a été commissariée par 2 anciens étudiants, Cathy Cancade et Samuel Perche, qui m'ont fait l'honneur d'être invités. Voilà, j'étais très content. Et donc, il y a eu toute une période, et il y a encore une période où on était installé dans cette friche industrielle qui s'appelle Gemont. J'ai été très investi dans des associations. D'ailleurs, je vous recommande de vous investir, vous, dans des associations, parce que c'est un petit peu, c'est l'oxygène du travail professionnel d'un artiste. C'est très, très important, même si c'est un peu ingrat. Et pour plein de raisons, cette association à Gemont a splitté, enfin, si, pour des raisons très, très simples, c'est qu'elle était gérée par des artistes. Donc, ne jamais faire ça. Et pendant 2 ans, on a réfléchi à un nouveau projet avec plein, plein d'autres gens, dont Dominique Ficot. Madame la directrice nous a filé un petit coup de main et on avait fait des réflexions, etc. Et on a fondé une association qui s'appelle l'ERCA, qui a 19 ans maintenant, qui est installée au début là où se trouve la Cité des Arts. C'est pour ça qu'il y a des ateliers pour les plasticiens à la Cité des Arts. C'est parce que la transition s'est quand même faite en bonne intelligence avec la ville de Saint-Denis. Et on s'est installé maintenant à mi-pente de Saint-François au PK4 et on accueille des artistes en résidence. La plupart sont comme vous, sortent des Beaux-Arts ou vont sortir, où il y a d'autres artistes aussi qui sont confirmés et on en développe des projets, dont un magnifique projet qui s'appelle Pelure, qui a été développé par Dominique Ficot et dont il va vous parler. Voilà. Au micro.
Et à partir de moi, de ma nullité, je vais vers l'universel. C'était une discussion que j'avais avec les gens qui me voyaient travailler. Ils étaient toujours en train de me dire, mais tu t'occupes toujours des petites culottes des uns et des autres, tu récupères une chaussette, tu récupères une photo, un machin de je sais pas qui. Donc tu nous parles tout le temps de toi, de tes proches. Donc il y en a un peu marre. Et moi, je l'ai mal vécu. Et comme je le vivais mal, je me suis dit, ben, c'est peut-être un sujet de travail au niveau artistique. Et j'ai mis 5 ans pour discuter de ça. Et j'ai fait ce cycle. Alors, le but de Pelure, c'était d'exposer tout ce qui s'était passé pendant 5 ans. Alors, c'est très compliqué à La Réunion d'exposer, surtout quand Gemont a fermé. Parce que moi, j'ai eu de la chance de faire partie des premiers artistes à Gemont. Je n'ai pas eu un atelier tout de suite parce que je n'habitais pas sur place. J'habite Saint-Benoît, j'y suis toujours. Et ce qui se passait, c'est que comme je ne pouvais pas venir régulièrement dans les ateliers, j'en prenais pas. Puis après, il s'est passé d'autres événements dans ma vie qui ont fait que j'avais besoin, je pouvais venir sur Saint-Denis. Et donc, je me suis complètement investi dans l'association. Et donc, j'ai fait plein d'expositions, etc. Ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, je n'ai pas de limite, en fait. Alors, ce n'est pas quelque chose d'inné, hein, vous sentez les tremblements un petit peu dans ma voix. Alors, ce n'est pas inné, mais donc je me combats tout le temps, depuis très longtemps, depuis que j'ai à peu près votre âge, peut-être un peu avant, parce qu'en fait, moi, j'ai refusé de rentrer aux Beaux-Arts. Je suis allé voir un cours du soir, il y avait un cours de dessin, magnifique, mais j'ai dit, ça pas pour moi. J'avais déjà une expression en plastique et j'ai dit, là, ils vont me foutre en l'air, ils vont tout me détruire. Je vais faire autre chose et par contre, je vais trouver un métier qui me permettra d'être un artiste à côté. Donc, j'ai un parcours un peu particulier par rapport au métier d'artiste. Alors, je suis content, je suis à la retraite depuis très peu de temps. Et maintenant, je bascule. Donc, je suis professionnel depuis longtemps, hein, donc avec un SIRET et tout ça depuis une dizaine d'années. Mais maintenant, je bascule complètement. Tout mon temps passe à l'atelier, à l'ERCA. Le problème, c'est que moi, je suis toujours dans ma tête avec mes libertés et les espaces les plus grands possibles ou les plus petits possibles, mais je ne me donne pas de limite quand je crée, ce qui me pose quelques problèmes pour le stockage. À l'ERCA, j'occupe beaucoup de place et le stock est encore plus grand. Donc, Pelure, ça a démarré comme ça. Donc, se foutre à poil, et puis après, on discute, et puis après, on voit ce qu'on va pouvoir sortir à partir de là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais me rhabiller déjà, et enfin, vous pourrez attendre. Hein. Et ensuite, vous allez voir quelques vidéos. Alors, j'ai Alors ça, c'est une démarche de vie. Je suis extrêmement timide, en fait. Et j'ai du mal à faire des liens avec les autres. Et donc, qu'est-ce que cherche quelqu'un qui est timide? C'est justement de faire des liens avec les autres. Donc, j'essaye toujours de me relier aux autres. Et je pense qu'on ne peut pas avancer seul. Ou quand je me retrouve seul, il faut absolument que je meuble. Là, je remplis l'espace en très peu de temps parce que j'ai peur d'être seul. Donc, je vais meubler tout ça et je vais créer des liens. Et ce qui s'est passé avec Pelure dans les différentes démarches, alors vous n'allez pas voir l'exposition Pelure. Vous allez voir un aspect qui sont les vidéos. Alors, je ne suis pas vidéaste. Je sais tenir une caméra, j'ai appuyé sur le bouton, tout ça, hein, ça je sais faire. J'en ai vu plein, mais ce n'était pas mon rôle. Donc, je me suis mis en scène et j'ai cherché surtout des partenaires. Alors, il se passait à ce moment-là à l'ERCA d'autres personnes. Alors, Jean-Marc Lacaze, je ne sais pas si vous connaissez, Sobeleiman Badat, qui était aussi par là. Et puis après, je connaissais Jaco Marron, parce qu'à l'ERCA, ce qui était bien, c'est qu'on rencontre plein de gens dans tous les sens. Hein. Là, on parle d'artistes, mais on rencontre aussi des chercheurs, des gens de passage, des politiques quand ils ont le temps. Donc, on rencontre toujours plein de gens qui nous permettent d'enrichir nos réflexions et nos productions. Et puis, en même temps, il y avait quelqu'un qui écrivait, qu'on ne connaissait pas, moi que je ne connaissais pas du tout, c'était Aude Emmanuel Waro. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je travaille avec quelqu'un, je sais pourquoi je veux travailler avec la personne, donc j'ai un cadre, j'ai une idée derrière la tête. Et puis après, ce qui m'intéresse, c'est le compagnonnage. Alors, le compagnonnage, c'est trouver des partenaires qui, eux, vont, à l'intérieur de cadres que je vais
plus ou moins déterminés. Alors, quand je dis plus ou moins, parfois ils sont très déterminés, parfois ils ne le sont pas. Et je vais laisser tout l'espace de liberté de ces créateurs. L'idée, c'est que quand je vais montrer les vidéos, c'est pour ça que je les montre, c'est pas moi qui ai fait, je n'ai pas fait les vidéos. Vous allez me voir sur les vidéos, mais ce n'est pas moi qui ai fait les vidéos. Ce n'est pas moi qui ai monté les vidéos. C'est pas moi qui ai fait le son. Par contre, je revendique à part entière toute l'œuvre. Mais si Jaco Marron était là, il pourrait le revendiquer à part entière. Soleiman, Jean-Marc et Aude Emmanuel. Alors, ce qui s'est passé, qui était vraiment très intéressant, c'est que les apports des uns et des autres ont fait que tous m'ont surpris tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils discutaient un petit peu avec moi, parce que la plupart du temps, ils ne voyaient même pas ce que j'étais en train de faire. Les vidéos, ce sont que des petits morceaux à l'intérieur d'installations qui étaient beaucoup plus grandes. Et je leur donnais des petits indices, et après, ils créaient. Et après, ils me montraient ce qu'ils avaient fait. Je crois n'être jamais intervenu sur aucune de leurs créations. Aucune. Je n'ai jamais fait de remarque, sauf de dire « vous m'avez surpris, super ». Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a enrichi et qui continue à m'enrichir. Ce n'est pas quelque chose de simple. On n'a pas toujours les partenaires qu'il faut. À la suite de cette exposition, alors cette exposition, elle devait, vu son ampleur, ça demandait énormément d'espace, des espaces cloisonnés, il y avait du son, de l'image, des installations multiples, énormément de pièces, 50 productions. Je suis quelqu'un qui produit énormément en quantité. Ça peut être très grand. Et du coup, on a cherché et on n'a pas trouvé d'endroit à La Réunion pour exposer, pour faire une expo de tout ça. Donc, on a fait une autre expo, on a choisi un autre principe, une expo en 6 temps, donc 6 expos qui se suivaient. Alors, quand je dis qu'elles se suivent, c'est 10 jours d'expo, ça s'arrête, 5 jours de travail, deuxième expo, 5 jours de travail, troisième, etc. etc. Ça a duré un certain temps, c'était en 2012. Et à la suite de cette exposition, le temps est passé. Et j'ai eu l'opportunité, grâce à la région, d'avoir une bourse pour avoir une publication. Et donc, il y a un ouvrage qui est entre la Bulgarie et Marseille et qui devrait arriver à La Réunion un jour. Avec la coronavirus, c'est un peu compliqué. Donc, ça va arriver, il y a un ouvrage. Alors, ce que vous allez voir là, on va regarder un petit peu les vidéos et vous allez essayer aussi, j'ai essayé, moi, de réfléchir à ce qu'était une performance. C'est quelque chose que j'avais pratiqué depuis très, très longtemps. Je crois que ma première performance, c'est, si vous connaissez Toulouse, sur la place du Capitole, il y a une grande croix occitane au milieu. Et ma première performance, je devais être en seconde. Et voilà, donc là, il s'est passé des choses. Donc après, j'ai continué un petit peu, mais la performance, c'est juste parce que j'ai quelque chose à dire par la performance. La vidéo, c'est parce que la vidéo a du sens pour moi. Sinon, je ne fais pas. Sinon, je fais de la peinture, j'écris ou je fais n'importe quoi. Mais tout ce que je fais, j'essaye de le connecter à ce que je suis en train de faire et puis surtout de connecter avec les autres. Alors ça, c'est un autre sujet, puis c'est un autre projet en cours depuis maintenant 2012. Là, je suis sur les filets. Donc, j'attrape tout le monde dans tous les sens. Donc là, on va regarder un petit peu les vidéos, puis après, on va voir un peu comment ça se passe.
Donc, première vidéo, à chaque fois que vous allez voir les... Il y a toujours deux temps. Il y a un temps, il y a la vidéo qui est faite, et puis après la mise en scène de cette vidéo dans les installations. Alors, cette vidéo, qui s'appelle Grosse couille, en fait, dans la présentation, c'est un morphing. Donc, il y a les grosses couilles qui sont posées au sol, et il y a un morphing dessus, il y a une projection sur les couilles. Et tout ça dans un environnement, voilà. Alors là, moi, je ne vais pas parler de la pièce. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, il suffira ou de regarder le bouquin ou voilà, vous consulterez ça ailleurs. Il y a un blog aussi, hein, à mon nom, sur Pelure. Donc, si vous voulez chercher, c'est un bon fouillis, mais ça marche. L'idée, là, c'est donc sur la performance. C'est une performance intime. Là, je suis à poil, vraiment. Et il y a deux spectateurs. Alors, les deux spectateurs sont aussi les deux opérateurs. Il y a Soleiman et Jean-Marc. Donc, ils sont tous les deux, et ils se débrouillent, c'est eux qui font la prise de vue. Quelle a été ma demande, quelle était mon exigence, a été très simple. C'est vous me prenez, je suis bloqué au sol à genoux parce que les couilles sont trop lourdes, donc je suis cloué au sol, et puis vous faites ce que vous voulez. Jaco, lui, n'a pas vu les images. Il ne sait pas de quoi je parle. Donc après, je lui raconte mon histoire. Et l'histoire, c'est un mâle, il a les couilles tellement grosses que ça le cloue au sol. Et moi, ça me cloue au sol. Et je peux pas faire autre chose. Donc on peut se les gratter, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas aller bien plus loin. Donc du coup, toute l'installation, ça a été là-dessus. C'est voilà, cloué. À force d'être mal, il vaut mieux parfois rester bloqué. Et Jaco reprend un texte de moi. C'est lui qui parle, hein, c'est lui qui est derrière. Et il fait circuler des mots sur tout le machisme, voilà, sur tout ça. Donc là, deux spectateurs. Suivant. Oui, donc là, la vidéo s'appelle Podium. Donc là, c'est une autre histoire. C'est toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours tout ce qu'on veut. Et on a le podium. Et moi, je suis bloqué aussi sur le podium. Donc les deux pieds dans les objets et impossibilité d'aller plus loin. Consigne, c'est la même chose pour Jean-Marc et Soleiman. Mais là, quand on regarde les images, on sent que Jean-Marc est bien plus présent que Soleiman. Et c'est lui qui fait le montage. Sur cette... la mise en scène, elle est légèrement différente. Là, ce n'est pas un morphing, c'est juste une projection dans une partie de la salle, derrière une porte. Donc, voilà. Rien de spécial, sauf, oui. Alors, au niveau de la musique, Jaco, je lui ai dit, je veux quelque chose de martial. Donc, c'est lui qui a trouvé ces références à quelques hymnes connus. Vas-y.
Après, je vais vous expliquer pourquoi il y en a deux. On est plus loin. Non, tu l'arrêtes. Alors là, c'est un autre dispositif. Public, tout le monde. Évidemment, personne ne sait. Donc, c'est un... Ah, pardon. Oui. Donc là, c'est un autre dispositif. Pas de public prévu, mais la rue. Parfois, des gens très embêtés d'avoir quelqu'un qui circule en bord de route avec un gros cœur sur le ventre. Le dispositif, c'est donc la pièce s'appelle Gros Cœur. Il y a 2 vidéos, 2 projections, une d'un côté, une de l'autre. Et la musique, elle fait ça. C'est pour ça qu'on l'entend, ce sont des déplacements à chaque fois. Donc, à chaque fois, sur toute la création, il n'y a pas un déplacement qui soit similaire au précédent. Donc, à chaque fois, c'est un nouveau déplacement. Donc, il a inventé à chaque fois un truc. Et sur les 2 vidéos, il y en a une dans un sens et puis l'autre, elle est à l'envers. Les 2 opérateurs, c'est Soleiman et Jean-Marc. Le montage aussi, ce sont eux. Mais ça, je le savais déjà. C'est-à-dire que quand vous mettez un événement très particulier à un endroit, à moins de rester sur place, la plupart du temps, les gens ne s'occupent pas de vous. Vous pouvez faire n'importe quoi. Ils n'en ont rien à faire. Ils passent à côté de vous. Bon, là, on a vu une dame, je crois, se retourner à un moment donné sur le bar à choix. Mais la plupart du temps, il n'y a rien, rien, rien. Vous pouvez passer au milieu d'une foule. Il ne se passe rien. Je reviens sur Pelure. Pelure, c'est moi. Dans le Gros Cœur, dans les grosses couilles, dans Podium, c'est rempli d'objets de mes proches. Ça appartient à mes proches. C'est très, très proche de moi. Et d'ailleurs, toutes les pièces sont reliées à mon corps par des vêtements. Si vous regardez, on ne le voit pas bien, mais ce n'est pas grave. Dans Grosse Couille, j'ai une ceinture. Dans Podium, j'ai mes chaussures. Dans Gros Cœur, ma veste, en fait, elle est fixée, c'est à l'intérieur du Gros Cœur. Donc, dedans, c'est rempli de choses de mes proches. C'est un principe qui va continuer comme ça. Hein. Donc là, c'est ma proximité. L'idée de faire ça, ça a obligé. C'est une petite pièce. Hein, la pièce, elle doit être aussi grande aussi large que ça. Et ça demandait au spectateur de trouver sa place. C'est une question que je pose tout le temps sur mes expositions. J'aime bien que les gens ne circulent pas en faisant ça. Ça me semble toujours problématique. Et moi, j'aime bien qu'ils baissent les yeux et qu'ils les montent, qu'ils soient gênés par des choses qui posent un problème et qu'on trouve l'endroit où ça se passe bien, où on peut tout voir. Et j'aime bien aussi que quelqu'un ait une frustration à la fin d'une exposition. Je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout compris, ben super, comme ça on pourra recommencer à voir autre chose. Donc, ne pas comprendre, ne pas être compris, j'en ai fait un petit peu un deuil, et puis finalement, c'est pas mal non plus de ne pas être compris. Du moment qu'on n'est pas rejeté, ce n'est pas trop un problème. Par contre, ne pas être compris dans l'art, je pense que c'est quelque chose d'assez commun. On continue sur le suivant.
Alors, ça, c'est une autre performance. Alors, la performance de robe, là, je suis tenu par 7 robes. Les chiffres, je joue avec les chiffres, mais pas forcément avec une signification, tout en ayant cherché sur toutes les infos possibles. Qu'est-ce que voulait dire 7, le 9, enfin, tout ce qu'on veut. Mais bon, ça n'a pas plus de sens profondément pour moi. Mais là, il y a 7 robes et j'ai 2 filles et une femme. Je ne sais pas si on dit avoir une femme, j'ai une compagne. Et en tout cas, donc, ce sont les habits de mes enfants et de ma femme. Et là, c'est l'impossibilité aussi, c'est un peu quand on est retenu par une famille, eh bien, on peut tourner, on ne tourne même pas en rond. Hein. Au bout d'un moment, on est bloqué, il faut repartir dans l'autre sens. Et puis, c'est un peu sans fin. Alors, il y a une fin, hein, quand même, ça s'arrête. Au niveau de mon travail avec les... Alors là, il y a plein de monde, hein. Il y a 4 caméras. La seule chose que j'ai demandé à Soleiman et à Jean-Marc, c'est d'avoir une caméra au-dessus. Donc, je voulais une vue de dessus. Donc, il y a une vue de dessus. Tout le reste, ce sont eux qui l'ont organisé. Le montage, je crois que c'est Soleiman. Et Soleiman avait distribué les caméras. Et c'est lui qui a trouvé, en faisant son montage, il a dit, ben, tiens, c'est bien de les avoir toutes les 4. Et il a dit, ben, c'est comme ça qu'on va le présenter. Donc, les 4 vidéos sont proposées comme ça. Alors, ce qui est le plus amusant là-dedans, c'est Jaco. Alors, moi, j'aime beaucoup ce travail-là. Hein. Le résultat, moi, je me fais plaisir à le voir. Hein. Je me souviens de la performance, mais je trouve que le résultat est super. Et Jaco, lui, je lui ai raconté l'histoire. Je lui ai dit, je veux 7 couches de musique. Et si vous écoutez, en réécoutant la musique, on s'aperçoit qu'il y a 7 moments où il y a de la musique, enfin, il y a une couche supplémentaire d'instruments qui arrive. Cloc, cloc, cloc. Et je voulais quelque chose qui soit répétitif sans être trop triste. Donc, voilà. Et lui, il est parti là-dessus. Il n'a pas vu les images. Et quand il m'a amené le son, Soleiman le met sur ces images. Et quand le son s'arrête, les images s'arrêtent. Ils n'ont rien prévu, ça tombe pile dessus. Soleiman était très heureux parce que les délais étaient très courts et donc tout allait bien. Voilà, il avait trouvé la solution. Donc ça, c'est la magie de travailler avec les autres et d'arriver à avoir des connexions avec d'autres personnes, pas se retrouver toujours tout seul dans un petit coin pour faire son œuvre d'art. Je veux dire, l'œuvre d'art, c'est aussi quelque chose qu'on partage. On partage avec un public, mais on peut aussi le partager avec des partenaires, des compagnons. Moi, j'appelle ça du compagnonnage. Et c'est extrêmement riche, même pour moi. Je le revendique à plein et je serais très content. Je pense qu'il le revendique aussi. Soleiman le met sur son site sans aucun problème. Donc, tout est gagné. Cette pièce, elle était dans le dispositif. Il y a un grand mur de fond. L'installation était devant. Il restait la dépouille des robes et la projection prenait tout le mur. Voilà. On continue.
J'en parle juste avant. J'ai oublié de dire tout à l'heure sur Rob, public, pas invité, mais enfin, c'était surtout des copains, des gens qui étaient au courant. Alors, le problème de l'ERCA, c'est que ce n'est pas un lieu d'exposition, il y a un tout petit parking, c'est tout petit, et donc on ne peut pas recevoir énormément de monde. La performance donc s'est passée à l'ERCA, comme toute l'exposition quasiment. Et donc voilà, là c'était un public pas choisi, mais restreint. Il participait aussi, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure sur les autres performances. Là, on a avancé dans les temps, il y en a 6 au total. Il y a 2 temps où il n'y a pas de vidéo, donc je ne vous en parle pas. En fait, je suis parti de moi, les habits sont contre moi, ce sont des habits des proches, les objets sont proches, et au fur et à mesure, je vais faire rentrer les objets des autres, je vais récupérer des habits. Alors, je vais partir de pelures, hein, sont les peaux, donc je vais prendre des habits des autres et les rajouter. Et au fur et à mesure, vont se diluer des choses de mes proches et des choses qui n'appartiennent pas à mes proches. Évidemment, il n'y a que moi qui le sais, ou des gens qui vont reconnaître des habits à l'intérieur. Et donc là, je fais tout un travail sur de la couture. Alors, quand je parle de couture, moi, je fais toujours de la couture à la main et je fais tout seul. D'accord ? Donc, chaque fois que je fais un point, c'est moi qui le fais. C'est moi qui relis. Ça a du sens par rapport à mon travail. Donc, je relis. Et là, on est au moment où les habits, je les ai mis ensemble. J'ai fait des tableaux avec, des tableaux. Je suis parti sur des tableaux avec des vêtements intimes, c'est-à-dire des culottes et des soutiens-gorge. Alors, particularité, je dis culottes et soutiens-gorge, mais il n'y a pas slip. Le problème, c'est que les garçons ne donnent pas leur slip. Par contre, on retrouve des culottes et des soutiens-gorge. Si vous allez chez Emmaüs, vous ne trouverez jamais un slip. Vous ne trouverez jamais un slip d'homme. Vous trouverez toujours des sous-vêtements de femmes. Donc, en fait, tous les habits qui sont là-dedans sont portés. Hein. Il n'y a rien de neuf. Tout a de la vie. Hein. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ben maintenant qu'il y a les habits, ce qui serait intéressant, c'est qu'on les reporte, qu'on se les réapproprie. Et donc là, j'ai créé pour moi un costume d'habits fait de multiples apports. Donc j'ai cousu des habits avec des habits, des habits, des habits, du sous-vêtements jusqu'aux chaussettes, enfin tout est compris, chaussures aussi. Donc tout ça construit. Et après, j'ai construit des habits collectifs. Alors ces habits collectifs, évidemment, je ne peux pas les habiter seul. Et donc là, j'ai fait appel à... C'est en 2 temps. Le premier temps, il va venir après. Je suis venu ici et c'est Pierre-Louis, je crois qu'il est Pierre-Louis Rivière qui s'était occupé de ça. Et il avait trouvé des étudiants de Beaux-Arts qui ont participé à ça, qui ont fait, au lieu de voir les personnes que vous avez vues là, c'était que des étudiants des Beaux-Arts. Et le principe, c'est j'ai fait des habits collectifs qui partaient de 2 jusqu'à 8. Et personne ne les avait vus avant. Donc, moi, je les emmène. La seule chose que je dis aux personnes qui vont venir, c'est vous allez mettre, j'ai besoin de 2 personnes, besoin de 3, besoin de 8. Et donc, en fait, quand ils regardent, ils voient arriver quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Jamais, jamais, jamais. Donc, ils se retrouvent devant le vêtement. Le but, c'est de le mettre. Je donne un petit signal quand c'est fini et ils se déshabillent. Et on repasse à la suivante. Donc, ça s'est passé tout le temps comme ça. Donc, c'est une découverte. Et cette pièce, elle était importante pour moi parce que je pense que revêtir, ça s'appelle, donc c'est mettre les habits des autres. Et je voulais qu'il y ait, en plus de ça, à La Réunion, c'est compliqué de mettre les habits, pendant très longtemps, d'avoir les habits de quelqu'un d'autre. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas. Aujourd'hui, ça se fait un peu plus facilement. Mais quand je suis arrivé à La Réunion, moi je suis arrivé en 82, aller à Emmaüs, demander, acheter des habits pour porter, non, ça ne se faisait pas. Mettre le t-shirt, un pantalon que quelqu'un avait déjà porté, non, ça ne passe pas. Et moi, j'avais envie qu'il y ait justement cette réappropriation de ces vêtements, de ces peaux. Et je voulais créer des contingences. Je voulais aussi que les personnes qui allaient porter ces vêtements soient obligées de faire attention aux autres. Et en fait, porter les habits des autres, c'est faire attention aux autres, c'est faire attention à ce qu'il y a autour.
Et quand on s'habille, qu'on se déshabille et qu'on porte des vêtements collectifs, on est obligé de faire attention à l'autre. On ne peut pas mettre une chemise, si la chemise est fixée à quelqu'un d'autre, sans faire attention à l'autre. Je ne peux pas le faire tout seul. Je dois attendre, je dois trouver le bon moment, l'autre doit s'adapter, etc. Et donc, il y a une obligation d'être en communication les uns avec les autres. Donc, cette pièce, elle a eu 2 temps, un temps ici, et puis certains l'avaient vu, et donc on demandait à ce que ça soit présenté à Villèle. Là, on est à Villèle. Public ici, les étudiants. Public à Villèle, tous les gens qui étaient là, c'était, comment ça s'appelle, la nuit, voilà, les nuits d'art à pleine lune. Et dans ce cadre-là, donc il y a eu cette performance. Si vous regardez bien, donc les participants sont assis en attendant que les vêtements arrivent. Jaco est en live là. Là, il n'y a rien de, il crée au fur et à mesure. Donc les deux sons de cette performance-là et de l'autre ne sont pas les mêmes puisqu'il a fait ça sur le moment. L'appareil, il sait juste ce qui va se passer, le principe, mais après, il ne sait pas du tout quelle est la vitesse. Voilà. Il joue là-dessus. Au niveau des images, là, dans celle-là, vous avez vu que Jean-Marc est sur scène, donc il ne peut pas prendre des images. Et donc là, c'est le style de Soleiman. Soleiman va toujours chercher des petits trucs, il va chercher des flous, il va chercher des complications, etc. La performance, quand elle a été présentée dans la salle, c'était une projection sur un habit collectif, des chemises blanches. Donc, c'était une projection sur les chemises blanches. Si vous allez sur le blog, vous verrez ça. Je rappelle que toutes les vidéos, elles sont en ligne. Hein, c'est Vimeo. Mon nom est Vimeo. Vous les avez toutes en entier. Alors, elles sont longues hein, parce qu'il y a pas mal de pièces. Donc là, on va regarder un tout petit instant la performance aux Beaux-Arts. Vous allez peut-être reconnaître des gens. Essaye de me passer. C'est bien lui.
Bon, c'est sympa parce qu'on retrouve des artistes que vous connaissez, Abel, il y en a d'autres. Ah oui, il y a plein d'artistes. Quand je dis artistes, des gens qui sont en train qui produisent de l'art aujourd'hui, qui ont participé à ce moment-là. Et aujourd'hui, en ce moment, à l'ERCA, on a encore une artiste. En regardant la liste, on s'est aperçu qu'elle avait participé, elle s'en souvenait plus. Donc voilà, comme quoi ça peut ne pas marquer dans une vie d'artiste. Voilà, donc là c'était un dispositif, voilà, c'est de même que tout à l'heure. Donc là on va partir au dernier, je pense. Là, oui. Là, on est à la plaine des Cafres. C'est le dernier temps. La dernière image, c'est que je m'en vais. Et le cycle est terminé. Au niveau de l'installation, il y a le public. C'était l'occasion. Il y avait une opération sur un autre artiste qui s'appelle Stéphane Gilles. Alors, Stéphane Gilles, il parle de... Là, ça devient compliqué. Parce qu'en fait, tout est interconnecté. De Python Tortue. Là, tout est interconnecté. J'ai oublié de dire tout à l'heure sur les vêtements. Un jour, je suis dans mon atelier, je fais des vêtements collectifs, je fais des vêtements, et il y a Floyd qui arrive, Christian Jalma, qui arrive dans mon atelier. Oh, il dit ça, c'est super. Il met sur lui. Et puis après, le deal, ça a été, je lui ai dit, ben, tu la prends. La seule condition, c'est que quand tu la portes, tu dis que c'est moi qui l'ai faite, et tu la portes, tu en fais ce que tu veux. Du coup, il s'est baladé en Europe parce qu'il avait une formation, enfin pas une formation, une résidence d'écriture, et il s'est baladé dans toute la France avec la veste, une double veste. En fait, on peut se mettre dos à dos, et c'est la moitié d'une moitié. Et donc, il s'est baladé avec ça. Il a fait une superbe vidéo qui est aussi, qu'on peut voir aussi. Et donc, lui, il a dit, ça, c'est le vêtement métis, c'est le vêtement créole. Donc, à partir de là, toute sa réflexion sur le vêtement créole, il part de là. Hein. Enfin, il part d'une rencontre avec moi. Stéphane Gilles, lui, c'est autre chose. Python Tortue. Lui, il voit une maison,
il voit des personnages, et lui, il a un imaginaire sur une vision du monde qui est encore différente. Donc, c'est encore une histoire, et on est encore reliés. L'ERCA permet de relier beaucoup de monde. Et donc, voilà. Stéphane, c'est lui. Soleiman, un peu jeune, un peu plus jeune. Jaco. Là, vous connaissez aussi, il n'a pas participé, mais il était à l'ERCA à ce moment-là. Jean-Jacques. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Rien de spécial. Maintenant, des questions, si vous en avez. Voilà. Je vais le dire. Alors, un personnage dont on n'a pas parlé, un compagnonnage dont on n'a pas parlé, c'est Aude Emmanuel. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Aude Emmanuel, elle veut écrire, elle est prête à écrire. Première fois qu'elle vient, elle vient dans mon atelier. La pièce n'existe pas. Elle n'est pas là. Elle existe, hein, mais elle n'est pas en place. Donc, elle vient dans mon atelier, elle m'écoute, elle regarde un peu partout. Je lui raconte mon histoire et elle écrit. Et ce qui va se passer, c'est à chaque temps, ça va se passer comme ça. Elle n'aura jamais vu l'exposition pour faire le texte. Elle sera toujours quasiment en même temps que je lui raconte. Alors, les éléments existent, mais elle ne sait pas ce qui va se passer. Au début, elle me fait un premier texte, et vous allez peut-être en lire un petit peu, même si c'est un peu long. Au début, elle me fait un premier texte génial. Elle me parle de Roland Barthes, tout ça. Très, très fière d'avoir des références voilà, très académiques, tout ça. Et après, je lui dis, mais tu sais, vas-y, hein, te préoccupe pas. Je te suis. Si tu suis mon univers, il n'y a pas de raison. Et là, tous les textes qui vont suivre, là, elle se lâche complètement. Et là, ça part. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est vraiment très intéressant. Ça part vraiment dans plein de sens. Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça correspond à mon texte, à ce que je fais? Parfois oui, parfois non. Mais de toute façon, c'est un compagnonnage d'imaginaire qui est génial. Moi, j'ai adoré être accompagné, et je ne sais pas si je l'ai accompagné ou elle m'a accompagné. Et comme avec les autres artistes, ça a fait quelque chose de riche. Et on était tous contents de continuer à avancer. On a eu à la fin, un petit mince, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'as pas une suite? Voilà. Donc, les textes. Là, vous pouvez voir toutes les vidéos qu'on vient de voir. Elles sont présentées dans le catalogue. Elles sont présentées dans le catalogue in situ. Donc, pour des raisons de timing, on a jusqu'à quelle heure, Madame la Directrice? D'accord. Ok. Donc là, vous avez les vidéos qui sont in situ, les perfos. Laisse un texte pour une idée un peu. Il faut noter que vous avez compris que Dominique a eu une manière d'inciter à la collaboration. Donc, la personne qui s'est occupée de la mise en page, il a fait exactement les mêmes propositions qu'il fait aux artistes. Donc, c'est un graphiste remarquable, un des meilleurs de Lille, Pascal Knopfel, de l'agence Crayon Noir, qui a travaillé vraiment sur la mise en page. Mais vous savez que les graphistes sont des créateurs, et il a donné libre cours à partir du moment où Dominique lui avait donné un certain nombre de cadres à sa création. Ça le change aussi, parce que la plupart des graphistes, ils ont des commandes institutionnelles avec des validations qui n'en finissent plus, avec le conseiller du cabinet, le cabinet du conseiller, on ne sait plus trop. Voilà. Il devait venir, mais il a beaucoup de travail en cette fin d'année. Oui, c'est un compagnon 8 ans plus tard, mais qui a fonctionné exactement comme les autres. C'est-à-dire qu'il est rentré dans l'univers et il a pris, et il a créé sa mise en forme.
Au niveau des textes, est-ce que c'est Aude Emmanuel qui avait fait le choix de mettre certaines parties en gras ou c'est crayon noir? C'est toi? Alors, tout ce qui est texte mis en page, c'est crayon noir. Aude Emmanuel, elle a fait les textes et elle les a donnés au fur et à mesure. À chaque fois, on les présentait à chaque expo. Il faut savoir que très peu de temps après, elle est morte, en fait. Donc, la suite, elle ne l'a pas vue. Donc, en fait, il y a aussi dans le travail dans la publication de cet ouvrage, un hommage aussi à Aude Emmanuel. Elle ne fait pas partie de ceux qui ont vu, elle a vu l'exposition, tous les temps de l'exposition, elle a accompagné, mais elle n'a pas vu la production du texte. Donc en fait, la mise en page, c'est Pascal. Voilà. Elle aurait pu choisir de mettre en gras certaines parties de son texte et ça aurait pu faire partie de sa démarche. C'était du coup ma question. La plupart des textes se sont faits en 3 jours. Entre le temps où elle m'a vu, elle m'a entendu, elle écrit, elle nous envoie le texte, on fait un tirage, il n'y avait pas le temps d'aller faire de la mise en page. Elle a fait un texte net, sans rien. Oui, mais on a eu l'autorisation des ayants droit parce qu'il est évident qu'on Pascal a un petit peu modifié, mais il a lu les textes et il a vraiment eu des impulsions pour faire ressortir certaines phrases plutôt que d'autres. On fait confiance à son intuition artistique. Je pense que Aude Emmanuel aurait validé. Je continue à faire tourner. Hein, ça, c'est un magnifique artiste, c'est Christian Jalma dit Pink Floyd, qui est justement en train de danser à Python Tortue avec cette veste dont vous parlait Dominique, la veste créole avec 3 bras. Voilà, c'est les... Je ne sais plus comment ça s'appelle là. Donc, vous avez quelques participants à cette histoire collective ou alors des artistes qui travaillent à l'ERCA de près ou de loin. Ça, c'est les logos, comme tout le monde peut le voir. Voilà, est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à Dominique? Parce qu'après, on a prévu de diffuser la vidéo de Mounir et de Jaco Marron. Parfait. Bien. On enchaîne sur Panorama. Un petit point historique, John Giorno, donc ça vous dit peut-être rien, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un poète, artiste américain et activiste. C'était un des modèles d'Andy Warhol à la Factory. Dans les années 70, il a soutenu toute la mobilisation pour la reconnaissance
des gays, de l'homosexualité. Et on a eu la chance, nous, à l'ERCA, par un ami, qui est un grand poète, Julien Blaine, de pouvoir l'inviter en 2008 à La Réunion. Alors, personne ne le connaissait, personne. Mais nous, à l'ERCA, on avait conscience qu'on avait en face de nous un monument. C'est un des modèles d'Andy Warhol, c'est dans ses films. Ensuite, il a eu une carrière, une rétrospective au Palais de Tokyo. Et donc, on était très contents et on l'a plongé dans le studio de Jaco Marron, qui est aussi un artiste tout à fait remarquable parce qu'il est toujours prêt à remettre en cause ses acquis. Il pourrait se contenter d'être un DJ parce que c'est un excellent musicien. Et donc, il a enregistré John Giorno en train de dire ses textes et il a, par la suite, Jaco a publié ça sur un de ses disques. C'est en ligne sur YouTube. Et ensuite, on a eu une invitation du Centre Beaubourg en septembre, qui avait entendu parler au bout de 10 ans de ce travail-là et qui ont décidé d'inviter Jaco Marron et Mounir Alaoui. Ça n'a pas pu se faire, mais la réalisation que vous allez voir a quand même été diffusée au Centre Pompidou et relayée en visio, comme c'était encore la période du Covid. On était obligé de passer par des petites astuces comme ça. Voilà, je lance nos affaires. Hop là.
Voilà, j'ai chanté un peu, ce qu'il faut que je vous présente aussi une magnifique expo qui s'appelle Panorama. Je ne suis pas Jacob Marron, je le connais très très bien. Vous avez vu qu'il fait un exercice qui est absolument prodigieux. Se retrouver avec le pur son new-yorkais et en même temps la famille Gadot, ça me semble vraiment une réussite incroyable. D'autant que Vernot a posé son texte, ne connaissait pas la musique, et c'est Jaco qui a construit tout le son autour du rythme de John Vernot et qui a inséré ces samples de la famille Gadot, qui est une famille dont les s'appellent. Et Mounir a rajouté ces images, et vous connaissez bien les images de Mounir, je ne me permettrai pas de les commenter. Voilà, vous avez une question? Je passe à Panorama, alors. C'est fabuleux, quoi. C'est vraiment fabuleux. Donc, il faut vous dire, vous qui allez peut-être être les prochains artistes-auteurs, ça a mis 9 ans pour arriver à Beaubourg, quoi. Donc, c'est très, très long. Hein. J'essaie de repasser, monsieur le technicien, comment je repasse sur mes fichiers, là? Ah, c'est là. Alors... C'est bien. Je fais vite un petit contexte parce que je suis venu là quand même pour parler, même si j'aime pas. C'était une volonté du conseil départemental de contribuer à aider les artistes auteurs professionnels à supporter la crise. Donc, ils m'ont sollicité pour un commissariat en sachant qu'ils s'étaient engagés, et le conseil départemental s'est engagé à leur verser 300 € de droits d'exposition, ce qui est tout à fait remarquable et à souligner. Et ils ont acquis toutes les œuvres qui étaient présentées, 23 œuvres par ailleurs. Donc, il y a une volonté politique qui, pour une fois, correspond aux attentes des artistes et du public et à la réalité de la vie. Il doit y avoir un panorama 2 que je suis en train de finir de préparer avec Leïla Kila, que vous connaissez bien, qui démarrera en janvier. Donc, mon cahier des charges était extrêmement compliqué. Il fallait embrasser toutes les pratiques, c'est-à-dire du peintre figuratif à l'expérimental, etc. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant. J'ai fait la sélection, en fait, in situ, ce qui est un grand confort pour un commissaire d'exposition. On a eu une semaine pour concevoir l'accrochage, parce qu'il ne s'agit pas de montrer n'importe quoi à côté de n'importe qui. Il y a des histoires à raconter et j'ai pu le faire en direct. J'aime particulièrement cette salle qui est une histoire de famille avec un clé, avec Abel Técher, Sanji, etc. et Emma Di Orio. Et ça, c'est Maëva Turel qui a fait une très belle présentation. Là, je vous montre juste ça parce que c'est des phases intermédiaires en fait de
de l'accrochage. J'avais un technicien et d'autres techniciens, donc on bougeait à chaque fois les tableaux, les photos, on cherchait, on discutait. Et je peux vous dire que c'est un plaisir dans ces cas-là d'avoir une semaine. Mais on avait réuni toutes les conditions pour avoir ce temps-là. C'était la seule possibilité de réellement rendre cohérent toutes ces pratiques très, très différentes. C'était de les avoir sous les yeux, de les manipuler. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Si vous n'avez pas de questions. Et d'ailleurs, il y a une de vos collègues, je ne sais pas comment on appelle ça, Zoé Desmet, est-ce qu'elle est là? Ah ben, il fallait se présenter, que je dois voir. Ils viennent, il y a Magali Grondin qui... Oui, il faut microter, Fico. Donc, en ce moment, on n'est que trois garçons et je crois qu'il y a 6 filles. Donc, voilà, il n'y a pas de vraiment. Et les pratiques sont très différentes puisqu'on a des vidéastes, des peintres, des installations, un sculpteur. Voilà, ça va un peu dans tous les sens. Et les projets sont très différents les uns des autres parce qu'on est tous engagés sur des choses différentes. Alors, il y en a qui ont du temps long, il y en a qui ont du temps court, il y en a qui sont sur des ateliers. Il y en a qui sont des graphistes, il y a de tout. Vraiment, c'est très, très, très varié. Et après, les personnes sont très différentes aussi. Donc, rencontrer des artistes, c'est toujours riche, même pour nous. Hein. Je veux dire, le fait qu'on soit rassemblés fait qu'on échange énormément. Et voilà, on ne travaille pas forcément tous ensemble, mais on est là. Et on a un potager qui est alimenté régulièrement par les artistes. Et comme c'est un cadre quand même assez agréable, très vert, à mi-pente de Saint-Denis, il fait bon et il y a un climat qui est favorable à la pousse de plein de légumes, etc. Vous êtes les bienvenus. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, non. Donc, soyez les bienvenus. En tout cas, si vous venez, on sera là avec plaisir, on vous accueillera.